Bonjour à tous, nous avons effectué notre interview avec Alexandre Pelin du cabinet Alexandre Advisory qui est basé à Paris. Donc, Alexandre Advisory est un cabinet indépendant de conseil en stratégie qui a été fondé en 2019 par Alexandre Pelin, qui dispose de plus de 12 ans d'expérience dans le secteur du conseil et le secteur bancaire. Il a exercé en tant qu'auditeur financier chez KPMG, puis en tant que consultant en banque sur des projets spécifiques, comme par exemple la mise en place d'une plateforme de notation pour les auditeurs de risque chez BNP. Et par la suite, il a fait un passage en tant que consultant chez EY, puis chez Hector, qui est un cabinet de conseil parisien. Il a ensuite souhaité monter son propre cabinet de conseil, plus à taille humaine et qui reflétait un peu plus ses valeurs aussi. Donc, le cabinet est actuellement en pleine croissance et il s'appuie sur une équipe de 2 consultants, dont le fondateur, ainsi qu'un stagiaire qui a été recruté début 2021. Donc, concernant la segmentation de clientèle, le premier axe est celui des banques, du fait du background du fondateur, et le second est celui des TPE-PME, en raison de leur volonté d'aider ce type d'entreprise à atteindre un palier supérieur dans leur développement. Notre présentation comporte trois parties. Tout d'abord, nous vous présenterons le développement des affaires. Nous avons souhaité apprendre davantage sur le modèle d'affaires d'un cabinet indépendant de petite taille, car il est différent de celui des grands cabinets de conseil. Cet échange nous a apporté de riches connaissances que vous découvrirez dans la section apprentissage de notre rapport. Deuxièmement, nous parlerons de la relation client en cabinet de conseil. Lors de notre cours de consultation en gestion, nous avons appris que la relation avec le client ainsi que son entretien était l'un des éléments clés de réussite d'un mandat d'intervention. Nous avons souhaité apprendre comment Alexandre et ses collaborateurs se sont adaptés aux aléas de la Covid-19, ainsi que la place des managers au sein de certaines organisations mandataires. Enfin, nous aborderons l'aspect méthodologique de l'entreprise. En tant que prestataire de service, Alexandre Advisory produit une lettre de mission pour s'accorder avec le client sur le travail à effectuer. Lors de notre échange avec Alexandre, nous ne nous sommes pas attardés sur le contenu de cette lettre, mais sur le processus en amont qui permettra ensuite sa production. Donc, le premier thème que l'on a abordé au cours de notre interview est celui du modèle d'affaires que l'on a segmenté en 3 sous-thèmes. Donc, tout d'abord, le développement des affaires. Le cabinet utilise certaines méthodes que l'on a vues en cours et qui semblent universelles pour tous les cabinets de conseil. Donc, on note tout de même que du fait de la taille du cabinet, celui-ci favorise en premier lieu le développement des affaires via le cercle proche du fondateur et de sa collaboratrice, donc famille, amis. À partir de cela, le réseau se bâtit grâce au référencement, donc le bouche à oreille, ce qui leur permet de décrocher des mandats, notamment en mettant en avant leur success story. En plus de cela, Alexandre Advisory travaille beaucoup sur sa visibilité sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple, qui lui permet de décrocher des opportunités, comme ça a été le cas avec la Chambre de commerce du Val d'Oise, qui les a repérés donc, sur le réseau social et les a fait participer à un appel d'offres qu'ils ont par la suite remporté. Donc, le cabinet n'effectue pas de cold calling et ne s'appuie pas sur une équipe commerciale dédiée parce que c'est un petit cabinet qui a été créé très récemment. Donc, le développement des affaires se passe essentiellement par les 2 consultants donc, qui effectuent une veille constante pour décrocher des mandats. Le second sous-thème qui a été abordé est celui de la clientèle. Donc, comme on l'a indiqué en introduction, le choix de ces 2 segments de clientèle ont été faits principalement en raison du background du fondateur et de son expertise. Donc, nous, au cours de notre intervention, on a fait plus un focus sur les TPE-PME. Donc, l'offre d'Alexandre Advisory vise à aider ces entreprises à franchir le mur de la réussite, c'est-à-dire l'obstacle organisationnel qui bloque l'organisation dans son développement. Donc, les entreprises sont en général en pleine croissance et le dirigeant, du fait de cela, a une hausse de ses responsabilités et du coup fait appel aux consultants pour une réorganisation en interne. Donc,
Le consultant va aider à passer d'une organisation de type solaire, donc avec le dirigeant au centre de l'organisation, vers une organisation un peu plus verticalisée avec plusieurs niveaux hiérarchiques. Donc, cette réorganisation doit permettre à l'entreprise d'être plus efficace et de changer de dimension. Donc, comment cela est mis en place par le cabinet Alexandre Advisory? D'abord, une cartographie des compétences est réalisée pour identifier des managers ou des gestionnaires de deuxième niveau, par exemple pour les fonctions RH, marketing ou achat. Deuxièmement, le consultant va accompagner le dirigeant dans son nouveau rôle. Donc, le dirigeant n'est plus expert, mais devient chef d'entreprise. Donc, il a un changement de dimension qui doit être accompagné par le consultant. Et enfin, le cabinet accompagne aussi le dirigeant dans sa gestion du temps. En fait, comme il a plus de temps libre, on va l'aider à réallouer ce temps libre, par exemple, pour le développement de son entreprise. Le dernier point qui a été abordé est celui de la méthodologie. Donc, le cabinet s'axe principalement sur le cadre agile, qui est une méthodologie d'amélioration continue, donc de gestion de processus continu, avec par exemple une planification adaptative ou des réponses flexibles. Donc, cette méthode est principalement basée sur l'humain et favorise la communication entre les membres de l'organisation. Donc, elle permet vraiment d'impliquer tous les membres de l'organisation pour trouver des solutions de manière participative, donc ce qui assure en fait un engagement total au cours du mandat. Quand on pense aux apprentissages du déroulement d'un mandat, Monsieur Pellinck nous a averti à propos de 3 obstacles très récurrents dans le cadre d'une mission de consultation. Donc, il nous a parlé du frein à l'innovation, des livrables et de la récolte de données. Donc, un des obstacles qu'il rencontre le plus souvent, c'est le frein à l'innovation des employés ou des gestionnaires. En effet, cette réticence, elle est vue chez les employés qui ont des années d'ancienneté, qui sont en fin de carrière. Lorsque le consultant intervient et propose des pistes de solutions innovantes, ils vont avoir peur de sortir de leur zone de confort. C'est ainsi qu'en tant que gestionnaire, ils vont avoir peur du consultant, donc on va devoir ne pas les confronter et leur signaler que toute tentative d'innovation au niveau du consulting est pour le bien de l'entreprise. Dans un second temps, un des obstacles, c'est celui du livrable. Il faut oublier les matrices et les outils génériques comme les SWOT, les PESTEL, les forces de porteur ou les matrices BCG, parce que ce qu'on veut vraiment montrer au client, c'est valoriser notre expertise. Le client, il aurait pu faire lui-même un PESTEL ou un SWOT, mais ça nous montre qu'en faisant preuve d'imagination et de créativité, on peut établir des outils uniques qui permettent de représenter les données qu'on a réussi à récolter au mieux. Donc, il faut être original et pertinent dans les livrables qu'on va donner aux clients. Et enfin, pour terminer, quand on pense à la récolte de données, il est nécessaire de faire des enquêtes dialogiques. Sauf que si on fait que des enquêtes et qu'on se contente de prendre en note que quelques conversations, ça va être problématique. Donc cette récolte de données, elle doit être très exhaustive. Des longues enquêtes, une prise de note de chaque détail, que celui-ci soit verbal ou non verbal, et faire preuve d'empathie tout au long du processus afin de comprendre au mieux la problématique de notre client. Alors, concernant nos apprentissages au niveau de la relation client, on a développé 3. Premièrement, au niveau de la première rencontre, un aspect qu'on retrouve ici, c'est le diagnostic. Lorsqu'il nous a parlé de ses premières rencontres avant de lancer le mandat, il a vraiment insisté sur une question qu'on doit poser au client. C'est vraiment comment allez-vous? Tout simplement, en posant cette question, on va réaliser plus de 80% de notre mission. C'est-à-dire que pendant 1 à 2 heures, on va procéder à un diagnostic du client comme un médecin et on va pousser le client du coup à parler des pathologies de son entreprise, mais aussi de ses propres pathologies au niveau personnel. Par exemple, s'il dort mal, s'il a mal au dos ou s'il travaille trop le soir. Voilà, c'est vraiment en posant cette question-là et en adoptant une écoute proactive et une ouverture d'esprit, on va bien définir le problème. Deuxièmement, concernant les gestionnaires, on va être amené à collaborer avec eux tout autant qu'avec le responsable de l'entreprise. Du coup, ils vont être aussi importants
que le responsable dans notre réussite du mandat. Là, il va être indispensable de créer un climat de confiance et de pouvoir sociabiliser avec eux. Et l'idéal serait de pouvoir créer un lien en les rencontrant de manière informelle, comme les intercepter dans le couloir, à la machine à café. Voilà, vraiment créer un lien. Et là, ils vont arrêter d'avoir une méfiance envers nous, qui sommes extérieurs à l'entreprise, et vont comprendre qu'on est là pour améliorer leur situation. Et troisièmement, concernant la résistance du client, faut savoir que peu importe si on performe bien ou mal, le client il va à tous les coups nous montrer une certaine résistance. Parfois, il va rester silencieux ou nous contredire quand on présente nos pistes de solutions, et même il va nous hurler dessus. Et du coup, à ce moment-là, il faut surtout pas prendre de façon personnelle et se demander qu'est-ce qu'on a fait de mal, et surtout de s'énerver en retour. Il faut se dire c'est normal, le client il est en train de régler ses problèmes avec lui-même. Et s'il persiste à ne rien vouloir entendre euh, par rapport à nos recommandations, il faut le laisser. Il reviendra quand son entreprise aura beaucoup plus de problèmes. Je laisse maintenant la parole à Julien. Autre apprentissage à prendre en considération dans la relation de client, c'est dans la problématique, premièrement. Ce qui est le plus important dans le mandat, c'est de savoir le vrai problème qui a poussé le client à faire appel à nous. Normalement, le problème règne dans les suppositions de base et dans les habitudes adoptées par les dirigeants au sein des entreprises. Pour cela, il faut se pencher au fur et à mesure sur chaque problématique amenée par ce client et reprendre le pourquoi pour que le client, à la fin, amène lui-même au problème. Car si moi, je lui propose ma vision, ça sera mon point de vue, alors que si lui arrive à cette conclusion, c'est le sien. Et ça nous aide à cibler la vraie problématique et d'assurer que le client est en accord avec elle. L'autre apprentissage, c'est dans la gestion de l'équipe. Dans beaucoup des mandats, nous serons confrontés à deux parties dans une même organisation. L'une qui veut collaborer et l'autre qui ne veut pas. Dans ce cas, on peut massifier le travail avec la première partie pour que la deuxième réalise la valeur ajoutée par nous, tout en adoptant une posture basse. Et c'est comme ça que la deuxième partie sera plus ouverte à collaborer avec nous, ce qui amène à un mandat plus efficace car on pense que chaque membre d'une entreprise peut nous donner des informations pertinentes dans son domaine de travail. Et finalement, la COVID a engendré des entretiens en ligne, donc ce qui a entraîné une grande perte de données venant du langage humain, ce qui nous laisse seulement l'intonation du client à prendre en considération dans nos mandats. Aller à la suite. Dans le cadre de ce travail, on a rencontré plusieurs défis de travailler en équipe, dans une équipe de 6. Pour commencer, il faut vraiment regarder la communication. Toutes les rencontres sont virtuelles à cause de la situation actuelle, donc il faut faire attention aux problèmes techniques qui peuvent survenir. Il faut aussi être sûr qu'on s'entende et qu'on se comprenne bien. Ensuite, il y a la coordination. On a plusieurs fuseaux horaires à travers l'équipe et avec le consultant avec qui on a fait l'entrevue. On a aussi des différents horaires de cours et des emplois, donc ça demande beaucoup de coordination de se rencontrer et de communiquer ensemble. Et finalement, c'est la cohérence. Donc, puisqu'on est plusieurs, on a tous des styles de rédaction qui varient. Ça va demander vraiment une révision approfondie du projet pour s'assurer qu'il y a une certaine homogénéité et une cohérence à travers tout le travail. Pour conclure, ce qu'on en retire de cette entrevue-là avec Alexandre, c'est vraiment un mot-clé, dialogue. De ce mot-clé, on en ressort 3 concepts. Attention pour le client, ouverture d'esprit et empathie. Donc, c'est vraiment les choses qu'il souhaitait qu'on se rappelle pour la consultation. C'est ce qui était vraiment essentiel pour lui. Et je termine avec une citation d'Alexandre sur le métier. Super métier dans lequel il est possible de rencontrer plein de monde et de découvrir plein de choses. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés.